Bienvenue pour cette deuxième séance du cycle consacré à la culture de masse européenne. Alors, j'avais fait une petite mise au point lors de la première séance. C'est vrai qu'il y a des différences entre le programme imprimé par la BFM, le programme qui est annoncé sur les réseaux sociaux, le programme aussi qui est annoncé à l'intérieur de la BFM. Donc, je vous affiche à nouveau le programme d'ensemble qui ressemble à ça. Je crois que j'ai commencé l'ordinateur pour commencer en fait. On va, nous en sommes donc ici. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on est. Natacha est prête, moi je suis prêt, l'ordinateur est prêt. Donc je vous affiche à nouveau le programme d'ensemble. Nous avons donc commencé avec Fantomas. Cette fois-ci, il faut assumer un saut dans le temps qui est un saut dans le temps assez radical, puisque nous nous retrouvons cette fois-ci au milieu des années 2000. Et nous continuerons à naviguer autour d'un certain nombre de grandes figures de la culture médiatique européenne jusqu'à la fin du cycle, donc le 10 décembre. Prochain rendez-vous le 5 novembre pour parler de la pop italienne. Ensuite, ce sera le 19 novembre pour parler de James Bond. Je crois que c'était ce qui était annoncé sur certains supports pour aujourd'hui. Ah, voilà, il faudra attendre pour James Bond, ce sera au mois de novembre. Et enfin, voilà, vous pouvez... James Bond, revenez sur le 19 novembre. Promis, on en parlera. Aujourd'hui, ce sera Millennium et Elizabeth Salander. Donc on assume un saut assez radical dans le temps et un saut qui nous envoie finalement dans une période assez différente de la culture médiatique. Il faudra pour les étudiants recomposer ce puzzle. On a parlé des années 60 la dernière fois, on parlera des années 80 la fois d'après. Donc à vous finalement de recomposer les différentes pièces de ce puzzle que constitue la culture de masse à l'échelle européenne. Donc c'est une époque différente, ce sont les débuts de ce qu'on peut appeler la post-télévision, où la télévision n'est plus désormais le médium de masse dans la communication en général, mais aussi pour la communication des faits littéraires. Les débuts aussi des réseaux, les débuts du fact-checking littéraire, qui a une importance assez grande, et qui a une importance assez grande dans les controverses qui tourneront autour de Millennium. Les débuts aussi des discussions sans fin sur les forums, discussions sur les qualités des œuvres, les spéculations sur leurs reprises, les spéculations aussi sur leurs adaptations, avec l'idée que, s'agissant de Millennium, tout ce qui tourne autour de la vie éditoriale de l'œuvre, qui écrit, qui reprend, qui possède les droits, tout ça alimente aussi énormément en fait la vie du côté de la fansphère qui se consacre à Millennium. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la trilogie, mais aussi des suites, des adaptations, avec tout de même, j'espère cette fois-ci ne pas faire bugger la machine, une focalisation sur un personnage. Souvenez-vous, c'était le pacte de départ. Chaque séance, un personnage qui nous servira véritablement de clé d'entrée vers un genre, vers un certain nombre de questions. Et cette fois-ci, évidemment, c'est Lisbeth Salander qui focalise. Je dis évidemment parce que ça nous est apparu assez rapidement comme une évidence avec Natacha Levé, que je vais présenter bientôt. Ce n'est pas forcément une évidence pour tous les lecteurs, puisque d'autres personnages peuplent cette trilogie et les suites. Donc un personnage dont on parlera un peu, c'est évidemment l'auteur, Stieg Larsson. Il faut noter tout de suite que c'est sans doute l'auteur le plus lu du début du XXe siècle. 21e, vous avez raison. C'est sans doute un des auteurs les plus lus du début du XXIe siècle. Entre 2005 et 2010, en Europe, un livre sur 4 qui est vendu et donc qui est lu, c'est un livre de Stieg Larsson. Finalement, si on essaie de trouver des auteurs qui ont un succès à peu près équivalent à la même époque, et un succès qui soit un succès aussi global et mondial, on tombe assez vite sur Dan Brown, mais assez rapidement une différence de taille.
Du côté de Stieg Larsson, et ce sera une caractéristique associée à beaucoup des auteurs du noir nordique, il y a une forme de respectabilité littéraire et politique. Alors Larsson est peut-être le moins doté de ce côté-là. N'empêche que, contrairement à des auteurs comme Dan Brown, quand Millennium sort et quand de nouveaux épisodes sont proposés aux lecteurs, ce sont des œuvres qui sont pas simplement discutées sur les forums, mais qui ont aussi droit à des comptes rendus dans les grands titres de presse, pas simplement en France, pas simplement en Europe, mais également aux États-Unis. Vous trouverez par exemple dans toutes les chroniques littéraires du New York Times des comptes rendus extrêmement détaillés, parfois extrêmement critiques, sur les productions qui tournent autour de Millennium. Il y a peu de best-sellers en fait qui suscitent les mêmes intérêts et qui suscitent le même appareil critique. Et ça, c'est une caractéristique sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Autre élément général que je propose à votre réflexion dès l'introduction, c'est peut-être l'idée que ces ouvrages du noir nordique participent à la fois d'un renouveau du polar, mais aussi d'une forme d'européanisation de ce polar, avec des auteurs nouveaux et surtout une approche peut-être plus arty, hein, c'est-à-dire que cette européanité, elle s'accompagne aussi de formes littéraires plus élaborées, ou peut-être plus osées que ce que le mainstream du polar connaît dans les années 1980, tout en gardant les ressorts viscéraux en fait, hein, de ce polar. Alors la vraie question qu'il faut se poser en introduction, c'est que dire d'un grand succès littéraire? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Et qu'est-ce que peuvent vous raconter une spécialiste de littérature et un historien? Et en réalité, on est souvent un peu plus embarrassé pour parler des livres que tout le monde a lus, euh, plus complexes finalement à discuter que les ouvrages du canon littéraire. Qu'est-ce qu'on en raconte? Il y a eu récemment un colloque à Cerisy. Vous savez que les colloques de Cerisy sont là pour acter les grandes questions qui sont posées à la culture et à la littérature. Donc on voit que c'est une question qui est devenue une question importante dans le milieu académique. Comment on fait parler ces œuvres? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Et plus précisément, pour ramener aux grandes questions que nous posons dans ce cycle, qu'est-ce que Millennium peut nous dire de la culture de masse à l'européenne? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire des variations autour d'un genre comme le polar, qui est un genre déjà ancien en fait, quand Millennium affleure? Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi de la culture populaire du nord de l'Europe, qui est une culture populaire qu'on connaît finalement assez mal, euh, et dont les grands auteurs du noir nordique sont sans doute les principaux ambassadeurs. Donc pour aborder ces questions complexes, j'ai donc demandé pour cette séance à Natacha Levé de m'accompagner. Elle est maîtresse de conférence à l'ESPE. Elle fait partie du groupe de recherche sur les littératures populaires et les cultures médiatiques, dont d'autres membres éminents sont aujourd'hui dans la salle avec nous. Je les remercie de l'attention portée à ce cycle. Elle est une spécialiste du polar, alors plutôt du polar version française, parce que sa thèse portait sur le polar en France dans les années 90 et 2000. Elle est aussi l'auteur très remarqué d'une étude sur Sherlock Holmes, qui l'a poussé ces dernières années à faire le tour des radios et des télévisions en France. Donc vous avez sans doute vu sa bobine parfois pour parler de Sherlock. Donc d'autres spécialistes auraient pu être convoqués à cette séance. Et chez les chercheurs Limougeot, il y a eu la parution, il y a quelques années, d'un article qui était consacré à la mise en tourisme de Stockholm autour précisément du succès de Millennium. Et c'était Gabriel Saumon et Jacques Migosi qui étaient à la manœuvre pour cette étude. Nous parlerons un petit peu de cette étude, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'angles finalement que l'on peut choisir pour parler de Millennium. Forcément, nous allons resserrer la focale sur un certain nombre de questions. Néanmoins, comme d'habitude, nous aurons à la fin un temps d'échange et de questions pour aborder tout ce que nous aurons laissé de côté en parlant aujourd'hui de Millennium. Alors, voici le, le plan en 4 parties que nous vous proposons aujourd'hui. D'abord, quelques considérations générales sur ce que nous avons appelé
les extensions européennes du domaine de la pop, parodiant un titre que vous avez fatalement reconnu ici. Ensuite, nous discuterons de la franchise Millennium en essayant de comprendre pourquoi et comment cette œuvre migre non seulement d'un support à un autre, mais aussi d'un pays à un autre, avec des mutations génériques qui affectent sans doute l'œuvre dans sa matrice même. Et puis nous focaliserons sur le personnage de Lisbeth Salander avant de nous intéresser à quelques controverses qui ont porté sur Millennium et sur ses adaptations. Là encore, nous n'épuiserons pas le sujet. Il suffit de se promener sur la toile pour voir les dizaines et les dizaines de sujets qui sont des sujets de débat et de friction chez les lecteurs de Millennium. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à l'œuvre qui représente un livre sur 4 vendu en Europe dans la deuxième moitié des années 2000. Donc forcément, c'est une œuvre qui entraîne un certain nombre de débats. Bien, première partie, donc, extension européenne du domaine de la pop. Quelques mots pour essayer de situer le pays et le contexte culturel dans lequel Millennium débarque. Alors, il y a des rapports de force que j'ai déjà évoqués lors de la première séance, que je vais donc résumer à très gros traits aujourd'hui, qui finalement postulent un changement de paradigme après la Deuxième Guerre mondiale, de façon très schématique, une culture populaire dominée en Europe par deux grandes puissances, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne étant le troisième trépied finalement de cette culture pop à l'européenne. Évidemment, les cartes sont rebattues après la Seconde Guerre mondiale. En réalité, elles commencent à être rebattues après la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur Fantomas lors de la séance précédente, avec un changement de barycentre et les États-Unis qui deviennent à la fois le moteur principal de cette culture de masse mondialisée, moteur et en même temps cœur paradigmatique. Autrement dit, c'est par rapport à ce que produisent les industries culturelles états-uniennes qu'il s'agit désormais de se situer du côté des grandes industries culturelles européennes. Je pense que c'est important à saisir pour comprendre comment et pourquoi un genre comme le polar est ressaisi par les industries culturelles européennes. Alors, le concept clé ici, c'est toujours le même. Il y a à la fois l'idée que des formes culturelles circulent, mais leur circulation les affecte toujours. Elles sont toujours réappropriées. Autrement dit, il n'y a pas une stricte homogénéisation des formes culturelles et de leur consommation. Il y a toujours des formes d'appropriation qui sont des relocalisations. Et le phénomène du polar est parfait pour étudier ce type de phénomène. Nous avons une forme qui est une forme finalement qui renvoie à une culture de masse à l'anglo-saxonne, mais qui est ressaisie, réinterprétée, réarticulée de façon différente en différents points du monde. Le nordique noir, ce n'est pas exactement la même chose que le hard-boiled, etc., etc. Donc il y a des formes de relocalisation qui sont des formes de réinterprétation. Et ça, c'est vraiment important quand on regarde les circulations de la culture de masse. S'il n'y a pas des formes d'appropriation, il n'y a pas emprise durable de ces formes culturelles sur des nouveaux territoires. Donc à chaque fois, ce qui se joue, c'est la réinterprétation d'une forme. Alors, la culture de masse façon nord de l'Europe, et notamment façon Suède, nous, on la connaît plutôt comme ça. Elle se manifeste dans les années 1970, plutôt du côté de la musique, avec des groupes comme ABBA. Alors, je ne vais pas massacrer vos oreilles à chaque slide, donc je n'ai pas mis de ABBA. Par contre, je crois qu'on ne peut pas passer à côté d'un certain nombre de chefs-d'œuvre de la musique populaire européenne. Donc il y a ABBA, mais il y a une tradition en réalité qui est une tradition plus installée, qui passe aussi par des succès comme ceci, Europe, le
Final Countdown. Puisque nous parlons de la culture pop européenne, évidemment, il faut en passer par quelques notes de humour. Je sais désespérément que ce soir, il faut des oreilles, mais je crois que vous connaissez avant la machine. Je vous épargne, on pourra, si vous voulez, à la fin de la séance, remettre un petit peu de voix. Alors, il faut faire attention quand on parle de la culture de masse du nord de l'Europe, puisqu'il y a, aussi des faux amis et d'autres productions importantes. Je pense ici à AA. AA n'est pas un groupe suédois, c'est un groupe norvégien, donc qui sort de notre corpus. Néanmoins, c'est une manière de vous expliquer que quand on parle du nordique noir, évidemment, on va parler de la Suède, mais il y a d'autres pays qui sont solidaires de ce mouvement et on a affaire, même s'il y a des particularismes et des choses qui sont spécifiques à chacun des pays, on peut imaginer que nous avons un ensemble qui est un ensemble relativement homogène. Alors, si on revient à la littérature, en fait, ce qui se passe du côté de l'histoire littéraire suédoise ressemble fortement à ce qui se passe dans les autres pays européens. Autrement dit, on a d'abord des auteurs, je pense à Selma Lagerlöf, qui, fin 19e, début 20e, sont dans une forme d'entreprise de construction littéraire d'une identité nationale. Donc des auteurs qui ont une approche très classique et très patriote de la littérature, dans un pays, ça c'est important, qui est un des premiers pays à généraliser la liberté de la presse. 1766, en Suède, c'est beaucoup plus tôt que la plupart des pays européens, et dans un pays qui est marqué par une tradition, non pas littéraire, mais une tradition d'alphabétisation qui est extrêmement précoce, puisque à la fin des années 1870, le taux d'alphabétisation en Suède touche quelque chose comme 80% de la population. Bon, comparé aux autres pays européens, c'est un stade qui est un stade évidemment extrêmement élevé. Et puis, la Suède, comme le nord de l'Europe, ça, je crois que, enfin, ça fait partie des hypothèses, en tout cas, que je formule ici. Hein. Elles sont, comme pour Fantomas, à discuter. Je pense que Natacha pourra les discuter. On a aussi affaire à, finalement, des pays qui ont aussi une tradition d'avant-garde. C'est le cas pour le théâtre, Ibsen, Strindberg. Donc, autrement dit, une tradition qui vise aussi à casser un certain nombre de codes. Et si on regarde du côté de la Finlande, je me suis amusé à vous passer des vieilles scies des années 1980, mais ce sont aussi des pays où naissent des avant-gardes musicales. Je pense à Sibelius, notamment en Norvège, et un certain nombre de critiques littéraires ont rapproché de façon peut-être un peu rapide, un peu cavalière. On n'était pas tout à fait d'accord avec Natacha là-dessus. Euh, les constructions de Sibelius avec les constructions de Stieg Larsson, autrement dit, une capacité à juxtaposer un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes différents, à casser une forme qui est une forme plus traditionnelle. Je me tourne donc maintenant vers Natacha. J'avais quelques questions à te poser et j'aurais aimé savoir ce qui pour toi faisait finalement la spécificité littéraire du genre du noir nordique. Ça va me permettre du même coup de rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, sur le parallèle qui a été fait par certains entre Sibelius et Larsson au niveau du caractère avant-gardiste, des constructions, etc. Je crois que pour comprendre le nordique noir et pour comprendre Millennium, puisque je vais quand même essayer de me focaliser sur la Suède, il ne faut pas commettre l'erreur, euh, c'est un autre débat, hein, ça, c'est pas le côté Sibelius-Larsson, il ne faut pas commettre l'erreur de penser qu'avec Millennium, Larsson inaugure ou rénove complètement le roman policier suédois et a fortiori le nordique noir.
Le roman policier ne commence ni avec Larson, ni avec Mankell, hein, parce que parfois on évoque cet auteur, qui, commence à connaître le succès dans les années 1990. Au contraire, Larson, il se situe dans une tradition, enfin il réinvestit une tradition qui est, déjà, ancienne. Alors, pour souligner quelques spécificités contemporaines du nordique noir et partant de Millennium, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours un ancrage réaliste, un ancrage référentiel très marqué, avec une volonté d'ancrer les romans, dans, des microcosmes sociaux, dans des régions très identifiables. Ce qui fait que, en particulier vus de l'extérieur, les polars scandinaves, nordiques, rendent compte de modes de vie locaux, de paysages aussi, qui nous semblent très exotiques et du coup très, très séduisants. Mais ça, c'est une tradition déjà, ancienne. Le sentiment pour nous de dépaysement est très, très fort. La deuxième caractéristique du nordique noir, c'est une composante romanesque, très forte. Alors vous direz, c'est quand même la moindre des choses pour du roman policier, mais il faut savoir qu'historiquement, notamment en Suède, la fiction policière prend ses racines dans ce qu'on appelle souvent le roman à sensation, avec, des romans à mystère, comme on les appelle alors, qui sont inspirés dès le 19e siècle par Eugène Sue, par Wilkie Collins ou par, Dickens. On en retient, côté suédois, le caractère foisonnant, hein, des personnages, des atmosphères, des péripéties extrêmement nombreuses et donc dès le 19e siècle, il y a dans la fiction policière suédoise ce mélange, hein, de frissons, de romantisme, et bien sûr de criminalité. Alors, il se trouve que parfois il y a des personnages de détectives, mais c'est pas toujours le cas. Donc Larsson, il va, moderniser cela, mais il se situe bel et bien dans cette tradition. Du moins, c'est la lecture, que j'en fais. Alors, du coup, je rebondis sur ce parallèle avec Sibelius. C'est vrai qu'il y a une construction assez complexe dans la trilogie de Larsson. Il y a cet effet de juxtaposition, et notamment de juxtaposition de points de vue, mais aussi de juxtaposition de thématiques. Alors, du côté des thématiques, oui, peut-être qu'on peut y voir un effet de collage, euh, nouveau. Peut-être que les intrigues des autres romans, policiers suédois, du moins ceux qu'on connaît à l'époque, sont plus, non pas linéaires, mais monolithiques. En revanche, le caractère, déconstruit de l'intrigue, de la chronologie, ça, c'est pas du tout nouveau et c'est pas du tout une spécificité de Larsson. Hem, je crois, parce que j'ai quand même envie de dire une petite méchanceté, mais que ce sont des critiques qui méconnaissent, le roman policier, qui disent ça, hein, de même qu'on s'extasie, devant d'autres œuvres, ah, c'est tout à fait nouveau. Non, non, c'est de la fiction policière, c'est de la fiction criminelle. Donc c'est vrai que chez Larsson, c'est quelque chose de très fort. Si vous avez lu, la trilogie, vous vous souvenez qu'il y a, beaucoup de secrets, des secrets de famille. Alors du côté de la famille des Wenger dans le premier volume, du côté de Lisbeth évidemment au fil des 3 volumes et ça se poursuit avec les continuations. Donc il y a une espèce de mélange comme ça de secrets et de suspense extrêmement fort autour notamment, du personnage de Lisbeth, mais bien sûr dans une certaine mesure de Michael. Un autre trait, 3e trait du nordique noir et du polar suédois en particulier, l'ancrage social. C'est-à-dire que là aussi, dès le 19e siècle, et c'est très fort dans Millennium, on s'attache à, comment dire, à peindre des phénomènes sociaux. Alors ça peut être les violences, faites aux femmes, ça peut être les dysfonctionnements de la société, suédoise. On avait ça dans les romans à sensation, teintée de criminalité du 19e siècle, avec parfois une peinture assez réaliste, de milieux sociaux, parfois même, plus rarement, une critique sociale avérée. Mais ceux qui vont
accentué ce trait, c'est Cheval et Vallée, à partir des années 60, dans les années 70, avec leur série de romans policiers. Alors, ce sont des auteurs marxistes hein, qui écrivent à quatre mains, c'est un couple, et ils vont vraiment démystifier le modèle de la social-démocratie suédoise. Et chez eux, c'est vrai que la critique sociale devient centrale. C'est-à-dire que c'est autour de cette critique sociale que les intrigues s'organisent. Larsson fait la même chose. Hein. Il oriente, enfin, il construit tout son récit autour de la critique sociale et autour d'un certain nombre de thématiques, le racisme, l'extrême droite dans les fantômes du passé, mais aussi son actualisation et bien sûr la domination masculine et les violences faites aux femmes. Donc à partir de Cheval et Vallée, la fiction criminelle, et c'est le cas avec Larsson, ça devient vraiment une manière de poser des débats de société. Tu évoquais, Loïc, les chiffres stupéfiants de vente de Millennium. Euh, En quelques années en Suède, c'est un tiers de la population suédoise qui a acheté Millennium. Hein, donc c'est considérable. Donc on voit bien que c'est une manière d'aborder certaines thématiques. Alors, c'est vrai que Larsson, il a ceci de très moderne, parce qu'il y a un côté techno-thriller aussi dans sa trilogie, c'est-à-dire qu'avec Lisbeth, ce personnage de hackeuse, il va ancrer ces thématiques-là dans la réalité technologique de notre époque, y compris dans ses ramifications financières, avec toutes ces questions de fraude fiscale, de paradis fiscaux, de secrets bancaires, et aussi de remise en question des libertés individuelles par les nouvelles technologies. Dernier trait du nordique noir, et là, pour le coup, Millennium se distingue un petit peu. Il y a beaucoup de romans de police, comme on dit, ou de procédure, hein, du procédural. C'était le cas avec Cheval et Vallée, qui mettait en scène une brigade de police. Donc on a très souvent un policier ou un groupe de policiers, c'est le cas chez Mankell, et puis c'est le cas dans l'ensemble du nordique noir. Euh, on les suit bien sûr dans leurs péripéties professionnelles et privées. Bon, là, Larsson, il fait un autre choix. Il fait le choix d'un duo, j'ai envie de dire, non institutionnel, avec d'un côté un journaliste indépendant qui lutte justement contre les dérives institutionnelles et politiques. Et puis il y a Lisbeth, qui est un personnage extrêmement marginal. Donc sur ce point-là, c'est vrai, il se distingue assez clairement de ce qui est fait et de ce qui domine le paysage de la fiction policière. Alors, cependant, il reprend l'idée d'un duo mal assorti. C'est-à-dire qu'effectivement, tout oppose au départ Michael et Lisbeth. Et c'est à la fois l'occasion de donner de la tension et aussi de permettre des péripéties, des rebondissements dans l'histoire de leur relation amicale ou un peu plus. En tout cas, c'est fructueux d'un point de vue romanesque. Alors, quelques éléments peut-être supplémentaires sur cette dimension politique et sociale. C'est vrai, Cheval et Vallée dans les années 1960, mais il y a vraiment un événement qui semble être un événement assez fondateur en fait hein, pour ce genre littéraire. C'est évidemment le meurtre d'Olof Palme en 1986. Beaucoup d'auteurs en fait reviennent sur ce meurtre comme voilà, un événement qui est un événement central dans leur prise en compte d'un certain nombre de problèmes de la société suédoise. C'est intéressant parce que c'est aussi alors c'est à la fois un crime politique majeur, mais c'est aussi, et ça reste aussi un crime irrésolu. Il y a plus de 130 personnes qui se sont dénoncées comme étant l'auteur de ce meurtre. Il y a un toxicomane qui a été arrêté pendant un temps et qui a été relâché ensuite. Et puis, beaucoup beaucoup de pistes, des pistes parfois complotistes qui ont été avancées, la piste des Kurdes, la piste des services secrets chiliens, la piste des services secrets sud-africains, évidemment, la piste des extrêmes droites, à la fois l'idée qu'il y aurait eu un réseau à l'intérieur de la police avec des militants d'extrême droite extrêmement voilà, énervés contre Palme. Les fascistes croates aussi sont apparus comme une piste potentielle. Et c'est ici, je pense, que le passé de Larsson, évidemment, prend tout son sens, puisque
avant la trilogie Millennium. C'est un journaliste d'investigation qui lance un trimestriel qui s'appelle Expo, que vous pouvez aujourd'hui encore trouver en ligne. Et Expo a cette particularité de documenter. C'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve très fortement dans Millennium. Hein. Il y a cette idée de documenter le mal. Hein. Quelles en sont les traces? Expo, c'est à la fois des enquêtes, mais ce sont surtout des bases de données gigantesques sur les activités et les crimes de l'extrême droite dans le nord de l'Europe. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. Il traduit ça à la fois dans Expo et dans un certain nombre d'enquêtes qui ont été publiées sur l'extrême droite en Suède. Et au final, je trouve ça cohérent avec ce que moi j'appellerais une littérature du trauma. Millennium, il y a de ça, hein, c'est à la fois les traumas de la société et avec des références à des traumas relativement anciens. C'est ce qu'on a appelé avec Natacha le syndrome du cimetière indien. Vous savez, dans Shining, cette idée que quelque chose de souterrain et qui est mal enfoui et sur lequel on a essayé de construire quelque chose de nouveau remonte comme un horrible retour du refoulé. Bon, il y a ce syndrome du cimetière indien dans Millennium. Alors ça renvoie à la fois au passé qui ne passe pas, qui est celui de la fausse neutralité de la Suède pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup d'enquêtes contemporaines aujourd'hui hein, qui remettent en question cette neutralité, notamment sur l'adoption d'un certain nombre de lois raciales pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a des événements un peu plus anciens. Le krach de Kreuger en 1932, qui est mobilisé pour le premier tome. Il y a le procès de l'ancien chef néo-nazi suédois, Lundahl, en 1965, qui est aussi mobilisé. Donc on voit que remonte finalement à la surface un certain nombre de traumas qui sont des traumas nationaux. Et puis, il y a cette idée que ces traumas sont aussi incorporés d'une certaine façon par les héros du roman, et notamment par l'héroïne. Euh, une des scènes qui est une des scènes fondatrices, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, c'est évidemment la scène du viol, qui est reprise de façon différente dans le roman et dans les films, mais qui est vraiment, pour le coup, une scène du trauma. Alors, il faut évidemment cartographier plus large. On a commencé à situer un certain nombre d'auteurs. Mankell fait évidemment partie des auteurs clés ici. Et ce que l'on remarque, en tout cas vu du côté de l'histoire éditoriale à la française, c'est que assez rapidement, la plupart des grandes maisons d'édition vont chercher à avoir leur auteur de noir nordique. Ça va être Nesbo, par exemple, chez Gallimard. Alors, quelques mots peut-être sur cette histoire éditoriale avant de brasser un peu plus large et de voir l'histoire transmédiale de Millennium. Alors, une première collection de policiers, Polar Sud, avait vu le jour chez Actes Sud avec un succès très relatif, très éphémère, entre 1983 et 1993. Et puis, il y a une histoire qui est une histoire finalement assez proche entre l'Angleterre et la France. À chaque fois, il y a une figure éditoriale forte, c'est Marc de Gouvenin en France et Christopher MacLeod en Angleterre. Autrement dit, des gens qui sont des passeurs entre leur culture nationale et les littératures du nord de l'Europe et qui font un travail, qui est un travail de traduction parfois critiqué, c'est le cas en France, et parfois loué, c'est le cas dans le monde anglo-saxon. Les controverses ne se situent pas exactement aux mêmes endroits. En tout cas, il y a des passeurs qui amènent ce nordique noir dans des maisons d'édition un peu plus traditionnelles. Alors, les filiations, évidemment, de la collection chez Actes Sud sont assez évidentes. Je propose ici une comparaison avec les anciennes couvertures de la série noire. Et assez rapidement, on voit une diffusion qui est une diffusion mondiale. Alors, souvenez-vous des cartes que nous avons regardées sur Fantomas, qui étaient des cartes qui s'étendaient sur tout un siècle pour arriver à une cartographie qui était une cartographie à peu près complète. Là, vous remarquerez que tout se joue entre
2005 et 2012. Alors, c'est une carte qui est tirée d'un article dont vous avez le titre sur le côté, qui est paru dans les cahiers Paul Renouvin, qui s'appelle Millennium, une trilogie venue du froid mais qui s'exporte, et avec des chiffres de diffusion qui ont de quoi vraiment faire tourner la tête. Donc voici quelques repères, et on voit bien cet effet d'accélération de la culture de masse par rapport à ces premières époques que nous avons étudiées lors de la séance précédente. 2005-2007, sortie de la trilogie en Suède. 2006-2007, sortie de la trilogie en France. Fin 2012, déjà 3 millions d'exemplaires vendus en Suède, 4 millions en France. Et en 2015, ce sont 80 millions d'exemplaires qui sont vendus dans le monde au moment de la sortie du tome 4, sur lequel nous reviendrons aussi un petit peu plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éditeurs qui ont une place particulière dans les différents systèmes éditoriaux nationaux. C'est pas n'importe qui en fait qui édite Millennium, c'est Norstedts en Suède, qui est une maison d'édition centrale en fait dans la culture éditoriale suédoise. C'est Actes Sud en France. Du côté du monde anglo-saxon, c'est Quercus. Donc on a des bonnes maisons d'édition qui se mobilisent et dont on attend du coup un travail éditorial, un travail de traduction qui parfois n'est pas exactement au rendez-vous. Et puis, ce sont aussi assez vite des relais prescripteurs qui se mettent en branle. Et on trouve, je parlais tout à l'heure du New York Times pour les États-Unis, mais c'est vrai aussi pour la France, les principaux titres qui sont des grands prescripteurs de lecture. On peut penser aux Inrecuptibles, qui consacrent de très nombreux articles à Millennium. On peut penser au Monde aussi, enfin, etc., etc. Encore une fois, on a affaire à des tirages de masse et en même temps, leur qualité littéraire, leur histoire éditoriale est discutée du côté d'une presse qui est une presse extrêmement prescriptrice. Et ça explique un peu ce succès qui est un succès pas tout à fait comme les autres, à mon sens, du Nordique noir. Mais assez vite, du succès des romans, on passe à celui de la franchise. Oui, vous en doutez bien, en ce début de XXIe siècle, quand une œuvre connaît un tel succès, d'autres industries culturelles essayent de s'en emparer, et ça n'a pas traîné puisque le cinéma s'est très rapidement accaparé l'œuvre de Larsson. Euh, le premier film, à vrai dire, les premiers films adaptés de la trilogie de Larsson sont sortis dans les pays scandinaves en 2009. Donc en France, c'était Millennium le film pour le premier volume. Et ensuite, on avait Millennium 2 suivi, et Millennium 3, pardon, suivi des titres des volumes français. Pour le tout premier, c'est une production suédoise et danoise avec un réalisateur danois aux manettes, Nils Arden Oplev, qui jusque-là a fait des films dans sa sphère culturelle, qui avait quand même été remarqué pour un film en 2006 qui s'appelle We Shall Overcome. Je ne risquerai pas à dire le titre suédois. C'est un film qui avait été primé notamment au Festival de Berlin. Enfin, voilà, il avait été remarqué. De là à dire que c'était un gros succès, certainement pas. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un film qui avait un propos social et politique très fort. Autrement dit, quand on choisit d'adapter du côté de la Suède et du Danemark Millennium, on ne choisit pas n'importe qui et on ne choisit pas un réalisateur de gros films d'action, de blockbusters, même si c'était des blockbusters suédois. Je ne sais pas si ça aurait un sens de dire ça, mais bon. En revanche, Millennium lui a servi de tremplin, puisqu'ensuite, il a réalisé des films aux États-Unis. Il a d'ailleurs retrouvé l'actrice qui incarne Lisbeth dans ces Millennium-là. Pour le 2 et pour le 3, on a une coproduction Suède, Danemark, Allemagne. Mais vous voyez que ça reste européen. En revanche, la diffusion est mondiale.
Et il y a eu, à partir de cette trilogie, une mini-série en 6 épisodes, qui a été diffusée bien sûr en Suède, et qui en France a été diffusée par Canal+. Et quand ils ont commencé la diffusion de la mini-série en France, l'ensemble des films de la trilogie n'avait pas été, enfin, n'était pas sorti sur grand écran, hein. Donc il y avait une espèce de coup que faisait Canal+ à ce moment-là. En tout cas, on retrouve les caractéristiques de la trilogie de Larsson, c'est-à-dire des productions fortement ancrées en Suède, hein, mais qui s'exportent et qui s'exportent très bien. Du même coup, quand en 2011, Fincher réalise The Girl with the Dragon Tattoo, qui est un remake du premier film, ou une adaptation du premier volume, je ne sais pas très bien comment il faut dire, le film est certes un énorme succès, mais il arrive un peu tôt après l'exportation du film de 2009, hein, donc il n'y a pas le côté saisissant qu'il y avait pu y avoir avec le film de 2009. Je précise que c'est une production américaine, mais la Suède et la Norvège sont aussi dans la boucle de la production. Donc vous le savez, c'est le film avec Daniel Craig et Rooney Mara, avec de nombreuses récompenses, notamment pour les deux interprètes. Et puis là, en 2018, en novembre, sortira Ce qui ne me tue pas, Ce qui ne me tue pas, oui, c'est ça. Je crois qu'il doit y avoir Millennium 4 devant ou Millennium, je ne sais plus très bien. Une production américaine et suédoise à nouveau. Et là, c'est une adaptation du tome 4 de Millennium, c'est-à-dire du premier roman écrit par David Lagerkrantz, dont nous reparlerons. Je parlais du réalisateur du premier opus en 2009. Il y a eu ensuite un autre réalisateur aux manettes. Pour Fincher, vous voyez que Fincher, c'est un cinéaste qui a généralement une très bonne réception critique, qui excelle dans les films de genre, mais qui est aussi considéré comme un auteur. En revanche, pour le film là, qui va sortir, c'est Fede Alvarez, le réalisateur. C'est un réalisateur uruguayen, mais qui travaille aux États-Unis depuis quelques années et qui a plutôt fait des films d'horreur. Il a fait un Evil Dead notamment, et des gros films d'action. C'est-à-dire que là, cette fois, on a choisi un réalisateur de blockbuster, très clairement. Donc, ce qui est intéressant dans les versions cinématographiques de Millennium, qu'il s'agisse de la trilogie de Larsson ou de la continuation, c'est qu'on a une sorte de déplacement progressif. On part d'une production locale et avec un choix de réalisateur, c'est un peu idiot de le dire comme ça, mais je veux dire fidèle à Larsson, hein, dans l'image de marque, à du film d'action pleinement assumé dans la production américaine, bon, qui est aussi une coproduction avec l'Europe. Donc, on peut se demander si avec ce nouvel opus, la composante sociale va s'estomper ou pas. La bande-annonce qui circule depuis quelques mois met en avant le caractère vengeur de Lisbeth. On verra ce que ça donne. Je précise qu'il n'y a plus Rooney Mara et qu'il n'y a plus Daniel Craig à la distribution, en revanche. Donc on voit bien qu'on a des modes de production qui se déplacent, qui s'internationalisent et qui suivent en quelque sorte l'internationalisation de la diffusion. Et petit à petit, le succès mondial de Millennium fait que, en effet, différents pays s'approprient Millennium, avec The Girl with the Dragon Tattoo, mais aussi que la culture populaire s'approprie Millennium. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai repéré en 2011, alors en 2011, il y avait un film qui sortait avec les Muppets, et il y a eu une bande-annonce qui parodiait Millennium, qui s'appelait The Pig with the Froggy Tattoo. Ça s'inspirait du film de Fincher. Et alors, il disait bien, bon, on n'a pas eu les droits sur Immigrant Song, mais du coup, on a demandé à quelqu'un de nous composer un morceau. Et bien entendu, la bande-annonce est délirante jusque dans sa bande-son. La franchise ne s'arrête pas au cinéma. Elle s'étend à la bande dessinée, avec d'un côté des albums de franco-belge, de l'autre un comics américain. Alors, c'est les Américains qui ouvrent le bal
avec en 2012 ce, ce comics qui est présenté comme un graphic novel. C'est publié chez DC, plus précisément chez Vertigo. C'est important de le souligner. On a Mouti et Manco au dessin, qui ont l'habitude de travailler pour DC Comics. Et puis au scénario, on a une Écossaise, Denise Minard, hein, qui écrit des romans policiers habituellement. Euh, donc voilà une planche de ce graphic novel. Vous reconnaissez, pour ceux qui en sont familiers, une construction de planche typique des comics, avec une organisation sur la page assez particulière. Et ici, bien sûr, j'ai choisi une planche avec Lisbeth, pour ne pas l'oublier totalement dans ce propos. En France et en Belgique, ce sont les éditions Dupuis qui vont lancer une série. Alors, il y a 2 trilogies pour le moment. Il y en a une qui s'appelle Millennium, qui est vraiment l'adaptation de chacun des volumes, avec c'est Sylvain Runberg, je crois, au scénario. Et alors, il y a 2 dessinateurs qui officient alternativement. Il y a José Homs et Mann. Donc, première trilogie Millennium adaptée des romans de Larson. Deuxième trilogie qui s'appelle Millennium Saga, qui vient tout juste de se conclure là, ces semaines-ci. Millennium Saga, ce sont des scénarios originaux. Et c'est Lisbeth l'héroïne. Je ne dis pas qu'on oublie Michael Blomqvist, mais franchement, c'est Lisbeth qui intéresse les dessinateurs. Alors, je ne porterai pas de jugement sur ces bandes dessinées. D'abord, je n'ai pas lu la bande dessinée américaine. Les albums franco-belges essayent de trouver un style de bande dessinée d'action. Euh, de fait, c'est très compliqué, notamment dans la première trilogie, d'adapter en un volume d'à peu près 80 pages des romans qui en font des centaines et parfois près de 1000. Donc vous imaginez bien que le scénariste est obligé de faire les choix. Alors au-delà de ces faits, que retenir? D'abord, ce que je vous disais, c'est-à-dire l'internationalisation de la franchise Millennium dans ses modes de production. Ça, c'est un déplacement très très net, avec des réappropriations culturelles qui sont faites au fur et à mesure, même quand l'action se déroule en Suède. On a, avec le film de Fincher, une évidente réappropriation américaine de l'univers de Larson. C'est encore davantage le cas dans les BD, évidemment, où on va avoir une appropriation à la fois scénaristique et graphique par des modes de fonctionnement extrêmement différents. Je n'ai pas le temps de me livrer à de l'analyse d'images, mais effectivement, la planche que vous avez à gauche est assez emblématique des modes de production graphique de la franco-belge. Et vous voyez clairement les oppositions. Moi, j'espère avoir fait un bon choix avec l'organisation graphique d'une page de comics. Autre chose qu'on peut retenir, c'est justement la mise en avant de Lisbeth, systématiquement. C'est le cas dans les bandes dessinées, mais c'est le cas aussi dans les films et dans la manière de vendre les films. Elle est déjà l'héroïne majeure dans la trilogie de Larson. On aura l'occasion d'en reparler. Mais par exemple, dans le tome 4, le premier écrit par Lagerkrantz, moi je trouve que sa place est un peu moins grande. Et pendant toute une partie du roman, je me disais, bon alors, quand est-ce qu'elle arrive, Lisbeth? Elle était là, mais en fond. Et c'est curieux parce que c'est elle l'héroïne. Très rapidement, c'est à elle que le public rend hommage. Et petit à petit, on le voit avec Millennium Saga, elle s'autonomise. Elle devient presque une franchise à elle toute seule. Je ne serais pas étonnée, en tout cas, que ce soit le cas à un moment. Donc, de plus en plus, l'univers Millennium, dans la culture pop, c'est l'univers Lisbeth. On en aura quelques preuves dans un instant. Le succès s'étend au-delà des industries culturelles telles que nous les entendons ici, puisque la mode et Loïc qui a fait allusion tout à l'heure, le tourisme culturel, vont s'approprier aussi Millennium. Alors, en bas, vous avez un lien vers le site du musée de la ville de Stockholm qui propose un Millennium Tour. La première occurrence de ce Millennium Tour, c'est 2008, donc vous voyez que ça arrive assez vite. C'est dans un premier temps un événement exceptionnel.
Et puis, à partir de 2009, il y a des visites hebdomadaires et donc c'est toujours d'actualité. Je vous renvoie à l'article de Gabriel Saumon et de Jacques Migosi et aussi de Sylvain Guyot, si mes souvenirs sont bons, sur ce tourisme littéraire. Ils étudient le phénomène à travers les deux cas de Mankel et de Larsson. Mais pour Millennium Tour, c'est intéressant parce que on voit bien que le tour se concentre sur les lieux du quotidien des personnages et sur des lieux qu'ils disent plutôt connotés positivement. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal qui est souligné par cet article. C'est-à-dire que d'un côté, on fait écho à l'ancrage référentiel de la saga. C'est-à-dire qu'on en montre le réalisme. Hein. On fait le tour de Stockholm et on voit la maison où habite, enfin l'immeuble où habite Lisbeth, celui où habite Michael, etc. Et en même temps, on esquive les lieux du crime qui peuvent être connotés négativement. Autrement dit, on a un paradoxe avec d'un côté l'ancrage réaliste qui est souligné par le Millennium Tour, qui est conforté, on va dire, par le Millennium Tour, et le gommage de l'essence critique de la fiction criminelle. À côté de ça, la mode s'est aussi intéressée à Millennium et là aussi plus précisément à Lisbeth, puisqu'une grande enseigne de mode suédoise, que je ne nommerai pas, a sorti en 2011 une collection limitée, aujourd'hui on appelle ça une collection capsule, on devait déjà dire cela à l'époque, qui était inspirée de Lisbeth. Alors ça accompagnait en fait le film de Fincher. Et c'est d'ailleurs la costumière du film de Fincher qui a créé cette collection. Donc là, vous avez quelques captures d'écran. Donc c'est Trish Somerville qui a fait cette ligne. Bon, ben voilà, c'est légèrement rock, punk, gothique, enfin je sais pas. En même temps, ce sont des vêtements assez ordinaires. Ce qu'il est moins, c'est la polémique qu'ils ont suscitée auprès d'une journaliste suédoise qui elle-même a été victime de viol et qui voyait dans cette ligne de vêtements une mise en avant de la souffrance infligée aux femmes avec les vêtements déchirés, etc. On verra que ça n'a pas été la seule polémique. Donc, je ne sais pas si tout ça aurait été possible si Larsson avait connu lui-même le succès de son œuvre. Ce qui est certain, c'est que Larsson, n'ayant pas assisté au succès de Millennium, c'est devenu une franchise, euh, comment dire, maîtrisée par ses ayants droit, et on a ce type de phénomène extrêmement rapidement. Le phénomène a été un petit peu éphémère. Est-ce que on continue avec le reste des adaptations ou Le reste des adaptations, c'est super perdu. Ah oui, Lisbeth, d'accord. Mais je croyais que tu voulais le traiter dans une autre partie, c'est pour ça. Lisbeth, c'est, je vous disais, celle qui va dominer. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et là, je vais passer par un petit aveu d'ordre tout à fait personnel et complètement subjectif. À l'époque du succès de la trilogie, moi, je suis restée un peu hermétique à Millennium, parce que justement, avec l'extraordinaire accueil critique en France, cette espèce de phénomène un peu hype autour de Millennium, je m'attendais au roman noir du début du XXIe siècle. Et pour moi, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que justement, ce n'était pas si novateur, etc. Donc, je ne considère pas du tout que c'est un grand roman noir ou un grand polar. En revanche, en le relisant depuis et en ayant en tête ce travail, là, j'ai été emportée, parce que j'avais plus d'attente côté roman noir. Et ce qui m'a emportée, c'est le personnage de Lisbeth et plus globalement, dans le roman, le côté grand roman populaire. Et je pense vraiment que c'est un grand roman populaire de ce début de 21e siècle. Il y a tous les ingrédients pour moi. Bon, par exemple, Lisbeth, et en cela, elle est vraiment une héroïne pop, c'est quelqu'un qui a des tas de secrets familiaux.
Alors, tu parlais du trauma qu'est le viol, mais il y a le trauma de l'histoire familiale. Il y a le trauma de la relation au père. Alors, je rappelle, je le dis pour les plus jeunes d'entre vous qui n'auraient pas lu ou vu Millennium, Lisbeth est la fille d'une femme battue qui est laissée à demi morte sous les coups de son mari et qui garde un handicap. Elle est placée en maison et Lisbeth lui rend visite dans la trilogie. Ce mari violent est un Russe qui est un agent pour le compte de l'État suédois, ou plus exactement d'une cellule clandestine des services secrets suédois et de la SAPO, de la police. C'est une police politique qui est montée, une petite cellule, et cette cellule protège le père de Lisbeth Salander, quoi qu'il fasse. Donc il peut bien à moitié tuer sa femme, ça n'a pas d'importance. Il y a trop gros à perdre pour l'État suédois. Excusez-moi. Ce qui conduit Lisbeth à tenter de tuer son père en y mettant le feu. Bon, voilà, tout simplement. Hein, donc la fille qui rêvait du bidon d'essence et des allumettes, c'est elle. Et donc elle le laisse aussi gravement abîmé. Autrement dit, le père de Lisbeth, c'est un génie du mal. Il est vraiment construit comme ça, comme une figure extraordinaire. Et c'est une némésis, c'est une sorte d'arch-ennemi pour Lisbeth. Alors, pas trop longtemps quand même, ça dure que le temps de la trilogie. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi une sœur jumelle. Alors déjà, voilà, les jumeaux dans la littérature populaire, ça convoque des tas de choses. Mais la sœur de Lisbeth, elle est aussi blonde que Lisbeth est brune. Elle a des airs angéliques, alors que Lisbeth, voilà, ne sourit jamais, ne dit pas bonjour, voilà, c'est vraiment pas quelqu'un de sociable. Sauf que c'est bien le double maléfique quand même de Lisbeth. Et Lisbeth est peut-être asociale, sociopathe ou tout ce que vous voudrez, mais elle va, dans son alliance avec Michael et dans sa lutte contre les violences faites aux femmes, endosser des valeurs positives. Alors que la sœur de Lisbeth est elle aussi, dans la lignée paternelle, un génie du mal, un génie du crime. Et pour l'instant, on en est au tome 5 et elle n'est toujours pas neutralisée. Et c'est la némésis de Lisbeth qui prend le relais, en quelque sorte, du père, spoiler, une fois que celui-ci est mort. Sauf qu'elle, elle œuvre vraiment à une échelle internationale. Ce n'est pas tout. Dans la famille Salander, je voudrais le demi-frère de Lisbeth qu'elle découvre. C'est une espèce de colosse. Alors Lisbeth, c'est une brindille. Donc vous voyez, c'est pas la blondeur contre la noirceur capillaire de Lisbeth. C'est la brindille Lisbeth contre le colosse. Lui ne quitte pas le père de Lisbeth d'une semelle. Et pendant toute une partie du roman où il apparaît, on a l'impression qu'il est immortel. En fait, il y a une explication très rationnelle. Il est atteint d'une pathologie bien identifiée. Vous savez, on appelle ça l'insensibilité congénitale à la douleur. Vous pouvez lui flanquer des coups de revolver, il sent rien. Donc, il continue à avancer, ce qui donne un effet romanesque extrêmement fort. Et voilà, on a cette opposition, certes vite neutralisée, mais qui convoque là aussi des figures de la culture populaire. Donc le personnage de Lisbeth se situe bien dans cette tradition des personnages aux lourds secrets, avec une famille aux aspects à la fois follement romanesques et tragiques, un nid de serpent manipulateur. Et la force de Larsson, je trouve, c'est de lier ces motifs populaires traditionnels à la charge critique du polar, puisque ces secrets de famille sont aussi en large part des secrets d'État et des questions sociales majeures, violences faites aux femmes, etc. L'impunité du père de Lisbeth va la conduire donc non seulement à le tuer, à essayer de le tuer en tout cas, parce que c'est pas elle qui le tue, autre spoiler, mais aussi ça va conditionner toute la trajectoire de Lisbeth. C'est à partir de cela qu'évidemment, enfant parricide ou ayant tenté de l'être, elle est internée, puis mise sous tutelle, etc. Donc c'est le déclencheur romanesque. Peut-être qu'il lui faudra aussi tuer la sœur maléfique. Ça, on le saura dans le dénouement de la saga. Donc on a deux ingrédients de la culture populaire, c'est cette famille au secret terrible,
les liens entre secret individuel et secret d'État, et puis donc un filtre de modernité, hein, avec des pathologies cliniques très, très identifiées, Asperger, les enfants surdoués et d'autres pathologies. Je voudrais rappeler aussi que, pour rester ancrée dans la culture suédoise, Lisbeth, elle est largement inspirée ou influencée en tout cas par un personnage populaire phare de la culture suédoise, Fifi Brindacier, créé par Astrid Lindgren, qui est considérée comme une icône féministe, on y reviendra, qui a elle aussi un père terrifiant, hein, un ancien pirate. Elle est riche, comme Lisbeth, qui a détourné la fortune d'un méchant, avec un petit côté Robin des Bois perso. Et puis, comme Fifi Brindacier, elle est totalement libre et désobéissante. C'est la chercheuse Christina Eldner qui a intitulé un livre, un essai consacré à Fifi Brindacier, l'anarchiste en camisole de force. Une anarchiste en camisole de force. Ça va très très bien à Lisbeth aussi. C'est aussi une héroïne de roman pop parce que Lisbeth, pardon pour l'incongruité de l'expression, mais c'est un surhomme. C'est un surhomme de littérature populaire. C'est en cela qu'elle est la véritable héroïne de la saga. Je ne voudrais pas dire, hein, mais sans elle, Michael, même sous les traits de Daniel Craig, n'en déplaise à Loïc, enfin, comment dire, déjà il serait mort, hein, au terme du premier volume, s'il n'y avait pas Lisbeth pour lui sauver la peau. Et surtout, il n'avancerait pas dans ses enquêtes comme il le fait grâce au talent de hackeuse de Lisbeth, qui parfois lui met le nez sur la bonne piste aussi, hein. Donc c'est elle l'héroïne. Elle a à la fois une intelligence hors du commun, hein, avec des capacités cognitives extraordinaires, et une force physique remarquable. Elle s'entraîne beaucoup, mais cette brindille est capable de mettre à terre des motards euh, nazis, voilà, sans sourciller. Elle a d'ailleurs une rapidité, une vélocité dans le combat euh, tout à fait hors du commun, qui joue bien sûr en sa faveur puisque ça crée la surprise. Donc, elle est un surhomme au sens où l'entendait Umberto Eco. Je me demande aussi dans quelle mesure la somme de ces qualités, de ces caractéristiques, devrais-je dire, némésis familiale, surhumanité, ne lui confère pas une dimension mythique. Je vous rappelle que à la fin du volume 2, spoiler encore pour ceux qui n'auraient pas lu, Lisbeth meurt. Elle est tuée par son père et son demi-frère, enterrée, et pas de chance, elle sort de sa tombe. Elle gratte, avec un briquet ou quelque chose comme ça. Elle gratte la terre, elle ressort. Alors c'est un peu zombiesque, mais et non seulement elle ressort de sa tombe, mais elle va flanquer un coup de hache dans la tête de son père et bien sûr appeler les secours. Donc quand même, hein, il y a un certain nombre de héros de la littérature populaire comme ça qui connaissent l'épreuve mythique absolue qui est de mourir et de ressusciter. C'est d'une certaine manière le cas de Lisbeth. Euh, alors, je passe aussi sur le côté jubilatoire de ces scènes. Hein, Lisbeth sortant de sa tombe, Lisbeth foutant une raclée aux méchants, etc. Elle sort toujours victorieuse, même si elle est très éprouvée dans sa chair. C'est d'ailleurs un des motifs de controverse, hein, qu'on évoquera tout à l'heure. En tout cas, c'est un grand personnage de culture populaire, de roman pop, remis au goût du jour avec un côté icône féministe évident qui a été souligné de très très nombreuses fois. J'enchaîne avec la glamourisation. Voilà, parce que ça, c'est un autre paradoxe. C'est-à-dire que quand on représente, enfin, quand on lit les descriptions de Lisbeth sous la plume de Larsson, voilà, c'est une petite goth brindille qui s'habille de manière très approximative, qui se cache dans ses vêtements, qui n'est jamais, jamais dans des rapports de séduction. Elle déroge complètement aux normes sociales en matière de sexualité, de rapport donc aux hommes ou aux femmes. Et en cela, d'ailleurs, elle est dans l'héritage de Fifi Brindacier, puisque Astrid Lindgren entendait bien dénoncer les stéréotypes de genre
dans la littérature enfantine suédoise. Mais les ambiguïtés du marketing et de la franchise passent par là-dessus. Et bon, je vous parlais de la mode qui a utilisé l'image de Lisbeth pour en faire un argument de vente dans le prêt-à-porter féminin. Mais plus globalement, on voit bien que, en particulier au moment du lancement du film de Fincher, la mise en avant de Lisbeth et de son rapport à Michael varie. C'est-à-dire que l'écho qui est donné à la dimension féministe du personnage est plus ou moins amplifié. Donc d'un côté, on perçoit que Lisbeth est l'héroïne féministe. D'un autre côté, on la ramène à une féminité séduisante qui, franchement, n'est pas de mise dans le roman. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas séduire, hein, mais on n'a pas cette féminisation. Alors, il y a certains pays qui se distinguent en la matière, la France, l'Espagne aussi, et c'est perceptible dans les images qui sont choisies pour les affiches ou la promotion du film. Donc là, vous avez l'affiche la plus neutre, j'ai envie de dire, encore que c'est Daniel Craig qui est devant, hein, quand même pas exagéré, c'est a priori la C'est vedette. Daniel Craig. Voilà, c'est Daniel Craig. Donc voilà, Loïc m'avait prévenu, tu ne dis pas de mal de Daniel Craig. Alors, Loin de moi l'idée. je précise aux fans de Daniel Craig que, évidemment, la séance consacrée à James Bond nous permettra un match retour. Non, mais ceci dit, Laissons dire Natacha, c'est très on en reparlera en novembre. Mais non, mais le choix de Craig était très intéressant parce que justement, c'est une sorte de parangon de virilité et de séduction masculine qui est malmené, comme il peut l'être dans les Bonds, hein, d'ailleurs, qui est meurtri lui aussi dans sa chair. Et dans la scène de sauvetage finale, on a une très belle inversion avec le parangon de la virilité qui devient, si vous me passez l'expression, la demoiselle en détresse, sauvée par l'héroïne badass qui tue le méchant pour lui. Enfin, le tue pas d'ailleurs, il y a une poursuite, peu importe. C'est pareil. En revanche, on a d'autres affiches et celles-là sont beaucoup plus ambiguës. Alors, je n'ai pas originé les affiches là parce qu'en fait, elles sont utilisées dans plusieurs pays. Hein, donc, ça, je ne peux pas entrer dans le détail ici. Donc, vous avez déjà celle-ci. Évidemment, le duo mal assorti ne peut qu'en passer par l'étape de la séduction, ce qui est vrai hein, dans les romans, mais c'est une histoire assez rapidement évacuée. Donc là, voilà le couple emblématique. Et puis, une autre affiche voilà, qui met plus clairement en avant cette relation, mais vous noterez que c'est Lisbeth qui entoure le torse de Daniel Craig, enfin de Michael, et dans un geste qu'on peut qualifier de protecteur, pourquoi pas. La dernière image est beaucoup plus ambiguë. Je vous faisais remarquer la posture de Lisbeth et ses bras autour du torse de Michael. Là, c'est l'inverse, et évidemment, une relative nudité du personnage féminin, mais pas du personnage masculin. Mais pourquoi Et vous voyez qu'on retombe dans des schémas beaucoup plus traditionnels et pour le coup, franchement déloyaux par rapport au personnage tel que l'a conçu Stieg Larsson et tel que le propose Fincher d'ailleurs, hein, qui n'est pas du tout dans ce jeu-là. Donc c'est intéressant parce qu'on voit les outils marketing du cinéma, là en l'occurrence, avec je ne vais pas dire des réappropriations nationales, parce que ce sont bien les studios qui ont produit ces images promotionnelles et ces affiches, mais après les pays font des choix. Et ils font des choix en fonction de ce qu'ils veulent mettre en avant dans le film. Et par exemple, pour la France et pour l'Espagne, il semble évident que la relation amoureuse rapide, qui est plutôt une amitié profonde entre les deux personnages, intéressait beaucoup les distributeurs. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes avant de passer aux questions générales. J'aurais souhaité qu'on évoque un certain nombre des controverses qui ont entouré la diffusion de l'œuvre. Trois controverses, celle de la complaisance versus voilà, est-ce qu'on a affaire à des romans féministes ou au contraire à des romans qui sont assez complaisants dans la mise en scène des violences faites aux femmes. La deuxième polémique, c'est celle qui a tourné autour des reprises de Lagerkrantz, auteur légitime ou pas pour reprendre cette saga.
Et puis la troisième, c'est quand même une histoire assez drôle. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de documentation sur Internet essayant de pointer un certain nombre d'erreurs. C'est toutes celles qui tournent autour des traductions et notamment de la traduction française. Alors peut-être cette première polémique sur voilà, est-ce qu'on a affaire à un roman authentiquement féministe ou est-ce que, comme un certain nombre de féministes le pointent, on a affaire à une héroïne féministe, mais dans un roman qui l'est beaucoup moins. Certaines féministes allant jusqu'à dire que Larsson, de façon finalement assez cynique et assez opportuniste, s'empare d'un thème tout en utilisant de façon extrêmement exagérée des scènes de violence de façon complaisante. Moi, je ne trancherai pas là-dessus parce que d'abord, je ne suis pas une spécialiste de ces questions, donc je ne peux pas activer des outils très précis en matière de lecture féministe ou pas. Ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des scènes d'une violence extrême dans les romans. Donc peut-être peut-on les lire comme des scènes complaisantes, c'est très possible. Euh, Néanmoins, là, c'est mon point de vue que j'exprime. Je trouve qu'il y a quand même un propos qui va d'ailleurs au-delà du personnage de Lisbeth sur la domination masculine. Alors, il y a bien sûr le triste destin de la mère de Lisbeth avec enfin, une manière qu'a Larsson de pointer la responsabilité des institutions. Alors, il y a bien sûr cette histoire du père agent de la SAPO, mais il y a aussi plus largement une responsabilité des services sociaux qui n'ont pas joué leur rôle. Puis quand même, il y a un autre personnage, il y a Erika, qui est la collaboratrice de Michael, et qui est un personnage que je trouve assez réussi, de femme extrêmement libre dans sa manière de vivre sa sexualité et ses histoires d'amour. On n'en parle pas souvent de ce personnage-là. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, pour Lisbeth, moi, je ne suis pas capable de trancher. En revanche, je vois une très nette différence entre les romans de Larsson, alors que je n'ai pas examiné à la lueur de ce genre de grille de lecture, mais où en tout cas ça ne m'a pas frappé. Et les films, notamment les films scandinaves, justement, j'ai souvenir d'avoir été horrifiée, mais pas dans le bon sens du terme, par la scène du viol de Lisbeth, que j'ai trouvée effectivement extrêmement complaisante. Voilà. Alors après, voilà, c'est du ressenti, c'est de la subjectivité. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui prête à discussion autour de ça, et peut-être que ce sera intéressant tout à l'heure que certains d'entre vous nous fassent part de leurs ressentis s'ils ont lu ou vu certains des films. Voilà, moi, ça ne me frappe pas dans les romans. Je trouve que Larsson prend le temps, à côté des scènes de violence, d'expliquer, de poser des chiffres aussi, hein. Tu évoquais le côté enfin, les bases de données d'Expo. C'est quelque chose qui a pu être reproché à Larsson, c'est le côté extrêmement didactique et ennuyeux de certaines de ses démonstrations. Mais moi, je trouve ça, au contraire, très intéressant parce qu'on voit que c'est une fiction documentée. Et notamment, alors sur la fraude fiscale, l'évasion fiscale, mais aussi sur les violences faites aux femmes. Il y a comme ça des chiffres qui sont donnés et qui sont extrêmement parlants. Donc voilà, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette lecture-là, mais je ne suis vraiment pas une spécialiste de ces questions. Bon, cette question, on pourra la reprendre Ouais. quand on ouvrira le débat. Tu as peut-être un avis plus littéraire sur les tomes 4 et le tome 5. Je ne ferai pas part de nos échanges par SMS sur les qualités Non, littéraires du tome 4 et du tome 5. comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en fait, Ouais. notamment sur la légitimité de cet auteur qui s'était distingué avant tout par l'écriture d'une biographie de Zlatan Mm. et auquel on prête peut-être des positionnements politiques moins affirmés que Larsson. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous ramène effectivement à ces questions de légitimité qui parfois n'ont pas grand-chose à voir avec les qualités littéraires. J'y reviendrai après, à ces supposées qualités littéraires ou absence de qualité. Effectivement, Larsson, c'est quelqu'un de marqué politiquement par un engagement de longue date. Il y a un positionnement éditorial qui est clair en Suède et ensuite à l'étranger. Et puis, il y a déjà cette dissension autour de l'héritage de Millennium, puisque vous le savez peut-être, mais Stieg Larsson vivait depuis une trentaine d'années avec sa compagne.
mais il n'était pas marié, il s'y était refusé pour la mettre à l'abri justement de groupuscules d'extrême droite, mais il est mort, au moment où allait paraître Millennium et elle a été, éjectée de la succession, c'est-à-dire qu'elle n'avait droit à rien et la famille de Larson, l'a vraiment enfin continue de l'ignorer et du même coup, le choix de Lagerkrantz, c'est un choix des ayants droit qui, déjà sont un peu illégitimes, aux yeux du public de Larson, hein, et de Millennium. Et puis Lagerkrantz, alors je précise qu'il a une sœur qui est comédienne et qui joue, dans le premier film, celui de 2009. Mais Lagerkrantz, il vient d'un milieu social extrêmement aisé. Il ne s'est pas distingué par effectivement des engagements, sociaux ou politiques. Donc déjà, le choix de Lagerkrantz, hem, choque pour cette première raison. Pour ce qui est de sa biographie de footballeur, là, je trouve qu'on est dans des pures considérations effectivement de légitimité ou d'illégitimité, littéraire, parce que c'est oublié un peu vite que alors, je suis en train de rechercher la date, il avait écrit un roman, policier qui est publié d'ailleurs chez Actes Sud. Il a été, assez, récemment, donc c'est pas non plus, quelqu'un qui est, vierge de toute écriture, policière. Donc, voilà, dans la polémique, il faut faire attention parce qu'il y a des procès d'intention aussi, à l'encontre de Lagerkrantz. Ce qui est certain, c'est que du coup, sa trajectoire d'auteur, son absence d'engagement, ont conduit une partie des intellectuels suédois à appeler au boycott, des continuations de Millennium, hein, quand Lagerkrantz, a été, annoncé. Voilà et voilà, la compagne de Larsson, hein, Eva Gabrielsson, elle-même a crié au coût commercial. Et puis c'est vrai qu'il y avait une manière pour la maison d'édition suédoise d'orchestrer la sortie du tome 4, qui a fait grincer des dents parce qu'on y voyait une stratégie, commerciale. Il se trouve que pendant un certain nombre d'années, on a pensé que Eva Gabrielsson avait le tome 4 de Millennium qui aurait été écrit par, Larsson. On ne sait toujours pas si elle l'a ou pas. Mais en tout cas, l'éditeur suédois craignait tellement les fuites, qu'il y a eu des tas de clauses de confidentialité. Lagerkrantz écrivait le roman sur un ordinateur non connecté à internet. Quand l'éditeur communiquait avec lui ou avec d'autres acteurs de la chaîne éditoriale, c'était par des mails cryptés. Et les manuscrits, enfin les tapuscrits ont été acheminés à l'étranger pour les traductions, non pas par mail, comme ça se fait aujourd'hui, mais par coursier, hein, sous format d'exemplaires papier. Donc il y a eu le déploiement soit d'une vraie paranoïa, soit d'une stratégie marketing très huilée qui rappelle en fait les modes de communication des deux personnages, Michael et Lisbeth, hein, avec le cryptage des communications téléphoniques, le cryptage des mails, etc. Donc, on a, alors l'éditeur disait non, non, c'est pas du tout ça, c'est qu'en 2013, il y a eu le scandale des fuites chez Sony Pictures. Donc, on n'a pas du tout envie que la même chose se reproduise chez nous et que le livre sorte par la bande. Bon, c'est difficile de savoir, mais il y a quand même voilà, la controverse a été alimentée par cette attitude. Peut-être une dernière controverse à évoquer, donc celle des traductions. Oui, là, on va peut-être pas trop développer parce que vous avez tous les éléments pour la cerner sur le net, mais en tout cas, pour ce qui est de la traduction française, elle a été très décriée. Il y a eu des tas d'articles. Il y avait même un site à un moment qui recensait, je ne sais pas s'il est encore actif, toutes les bourdes de traduction de Millennium. Alors là aussi, il faut faire attention. Bon, ce qui est certain, c'est que Marc de Gouvenin, il a commencé la traduction alors que le roman n'était même pas sorti en Suède. Et d'ailleurs, les tomes 1 et 2 n'ont pas généré beaucoup de ventes, hein, il faut le savoir. Ça a quand même coûté très très cher à Actes Sud, hein, et là aussi, il y a deux choses qui se superposent. Dans les faits, euh, Millennium n'était pas encore un succès, c'était Actes Sud, et ils ont mis beaucoup d'argent pour la traduction, parce que traduire du suédois, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et en même temps, donc il y a autre chose qui se superpose,
c'est qu'on a repéré beaucoup d'erreurs de traduction. Je vais développer en quelques mots ensuite. Et du coup, on a accusé Actes Sud de bâcler la traduction d'un best-seller annoncé et d'accorder peu de cas à une traduction de polar, là où on en accorde beaucoup au reste du catalogue en littérature générale. Ce n'est pas entièrement faux, parce que j'en viens donc au cours de traduction, il y a effectivement des choses dans le texte qui sont ineptes, dans la syntaxe, dans les choix de traduction. Il n'y a pas besoin de parler le suédois pour le voir. Il y a des phrases, ça ne va pas du tout. Mais on lui a reproché aussi une certaine lourdeur à Marc de Gouvenin, donc découvreur et traducteur initial de Millennium, là où beaucoup de traducteurs du suédois disent mais attention, d'une part le suédois peut être une langue assez lourde, d'autre part Larsson a ce style un peu lourd et didactique. Et troisième chose, on a ironisé sur certaines formules. J'en ai une en tête, c'est ressuscité d'entre les morts, alors que c'est une référence biblique et que Millennium est effectivement truffé de références bibliques parce que dans la culture suédoise, y compris la culture pop aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement présent, beaucoup plus que chez nous. Donc c'est une polémique qui est très franco-française, qui est liée effectivement à des traductions parfois un peu discutables, mais qui ne se produit pas, par exemple, au Royaume-Uni. Tu peux en Ouais, dire deux ouais. mots. Et dans le monde britannique, où finalement, il y a désormais, du côté des fans du Nordique noir, un certain nombre de traducteurs, qui sont des traducteurs identifiés, et avec voilà, des discussions, cette fois-ci sur les forums, qui louent plutôt la qualité Ouais. en fait, de ces traductions. Nous arrivons au terme de ce que nous avions à dire. Je crois qu'il est temps maintenant d'ouvrir la discussion un peu plus largement à la salle, à vos questions. Il y a un micro qu'on va pouvoir promener par là-bas. Afficher la bibliographie, parce que je crois que la dernière fois, j'avais zappé cette étape. Vous voyez qu'il y a déjà une bibliographie finalement assez consistante sur un phénomène littéraire, assez récent. Un certain nombre de travaux en français, et puis évidemment beaucoup de bibliographies anglo-saxonnes pour vous. Et je suis sûr que sur la question, vous avez des choses à dire. Je voulais revenir juste sur les polémiques. Il y a une chose qui est extrêmement étonnante, c'est une métaphore carrément aussi des romans policiers, c'est l'histoire de l'héritage. Là, Oui. c'est tout à fait étonnant, cette histoire où l'héritière normale, intellectuelle, Mm. est bannie et c'est la famille. Donc, c'est effectivement l'histoire de la notion d'héritage en Suède, c'est quelque chose d'important. Il n'y a Ouais. qu'à voir les films de Wittenberg ou alors les gens Et à ce propos, je voulais dire que vous avez parlé des films et du mouvement d'émergence du film et du roman policier dans les pays nordiques. Mais le grand pur, à mon avis, c'est le film de Lars von Trier, Element of Crime. C'est le premier dans les années 80 qui met à plat tout ce qui existait avant. Et sur la question de l'héritage, en plus, c'est quelque chose de tellement fort pour la société suédoise que les négociations ont continué pendant des années, enfin, y compris au moment où Lagerkrantz a commencé à publier, mais jamais ils n'ont trouvé d'accord avec Eva Gabrielsson. Enfin, voilà, je pense qu'ils n'ont pas envie d'en trouver. C'est quand même la poule aux œufs d'or. Hein, ça pose plus largement le problème des ayants droit, hein, d'ailleurs, quel que soit là pour le coup le pays, voilà, et de leur légitimité à, à faire continuer l'œuvre ou pas. Vous avez peut-être vu là récemment sur les étals des libraires qu'il y a
une nouvelle aventure, je crois que c'est d'Hercule Poirot, enfin en tout cas, il y a un nouvel Agatha Christie qui vient de sortir avec la bénédiction, bien sûr, des ayants droit. C'est vrai qu'on est aussi à une époque où tout ça est médiatisé. Parce que quand on regarde les archives post-mortem de la plupart des grands romanciers du XXe siècle, ce que l'on trouve, ce sont des querelles d'argent et Bien des sûr. querelles sur les droits. Là, la Mmh. différence, c'est que d'un seul coup, ça arrive sur les forums, la veuve s'exprime, elle a même C'est ça. publié ses mémoires d'ailleurs, hein. Oui, 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 oui. Donc elle est aussi une voix dans l'ensemble de Mmh. cette galaxie. Oui. D'autres questions? Pendant que tu passes le micro, juste pour Lars von Trier, c'est vrai que le phénomène Millennium arrivait aussi à un moment où le cinéma avait permis à un certain nombre de figures des pays nordiques d'émerger sur la scène internationale. Juste une petite chose, parce que c'était peut-être un détail, mais pour être une amie de longue date de Fifi Brindacier, Pourquoi ne suis-je pas étonnée? et de ce qu'elle peut représenter, j'ai été surprise parce que la relation au père de Fifi Brindacier, le père de Fifi est un père absent, Mmh. rêvé, fantasmé, un pirate, mais généreux, Oui. qui permet à sa fille, par son absence, mais par les pièces d'or qu'il lui laisse, d'être libre. Mmh. Et parfaitement libre, comme en France à la même époque, on n'imaginait pas possible la liberté d'un enfant. Mmh. Et donc j'ai pas bien compris Bah, ouais. le parallèle que tu faisais, euh, juste par rapport à la relation au Oui, oui. père, hein. Mais parce que malgré tout, le roman, enfin les romans de Larsson sont organisés, quoi qu'on fasse, autour de la quête d'un père absent. Même si elle le sait maléfique, il n'est pas question pour elle de l'aimer, en revanche. Ça, c'est vrai, hein. Sur ce point-là, les deux univers s'opposent complètement. Mais reste qu'il y a une quête du père qui est beaucoup plus forte, par exemple, que la recherche de la sœur, hein, qui finalement, ce qui est devenu sa sœur ne l'intéresse pas vraiment, hein. C'est plutôt sa sœur qui vient lui casser les pieds en bonne archénomie. Mais il y a cette quête du père. Ça reste une figure extrêmement forte. Voilà, c'était juste pour faire ce parallèle-là, hein. C'est pas non plus un copier-coller de Fifi Brindacier, c'est évident. Fifi Brindacier, en plus, a un côté extrêmement, je veux dire, positif et sympathique, hein, dans son caractère totalement libre et fou. Lisbeth, euh, c'est d'autres ressorts qui fait qu'on adhère au personnage. C'est pas, elle a rien de sympathique, vraiment pas. Elle ne cherche pas à l'être d'ailleurs. Bien sûr, ouais, la fille disparue, ouais. Mm. Bien sûr, oui, oui, oui. Avec cette fille partie aux antipodes, ouais, oui, oui, bien sûr. Ouais. Avec la seule histoire heureuse d'ailleurs de la trilogie.